Le 10 avril au soir, moi, je veux pas de regrets. Le 10 avril, c'est le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que tu connais la différence, Dimitri, entre regret et remords? Pour moi, un regret, c'est un truc que t'as pas fait et tu regrettes de ne pas l'avoir fait. Un remords, c'est un truc que t'as fait et tu regrettes de l'avoir fait. Bon. Et moi, dans ma vie, j'ai choisi, je veux bien des remords, c'est-à-dire il y a des trucs que je fais mal, que je fais pas au bon moment, que je fais pas comme il faut, que j'aurais dû faire autrement, mais je veux pas de regrets, c'est-à-dire être resté juste figé à pas avoir fait et à me dire après, ah, quand même, t'aurais dû essayer. Même à me tromper, je préfère essayer, tu vois. Et je pense que là, il nous reste moins d'un mois pour pas avoir de regrets et se dire qu'on aura tout fait pour pousser le candidat de gauche, Jean-Luc Mélenchon, au deuxième tour de la présidentielle. Même si c'est à la faveur de circonstances, parce que ça sera dû pour beaucoup à la division entre deux extrêmes droites. Bon, mais ça se prend, il nous file une occasion, c'est eux les plus bêtes cette fois-ci, bah tant mieux, donc on y va, si on peut se glisser, on se glisse. Et puis, il sera toujours temps ensuite de se demander comment ça se fait que la gauche est si bas, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on doit mieux faire pour réconcilier gauche et populaire. Pour moi, c'est la clé, tu sais. Hein. C'est la clé dans les quartiers, mais c'est la clé dans les campagnes. Et déjà, quand j'avais fait une analyse du vote de Jean-Luc en 2017, j'avais vu que ça votait très bien pour lui dans les métropoles, ça votait pour lui dans les quartiers, mais qu'en revanche, dans la France périphérique, grosso modo la France des Gilets jaunes, il y avait un gros décrochage. C'est pour ça que moi, je m'applique avec mon bâton de pèlerin aujourd'hui à aller à Ploufragan, à Quimperlé, au Mans, à Épinal, à Belfort, à Lavalnay, que je sais pas où c'est, à Cambronne, tu vois, à Aubenas, à Givors, donc dans une France invisible, peuplée souvent de métiers invisibles. Et donc, essayer de rattacher ça à gauche et populaire. C'est mon but, moi, dans cette campagne. Et donc, alors on peut se dire, mais bon, Mélenchon au deuxième tour, vu la hauteur stratosphérique de Macron là dans les sondages, de toute façon, c'est donné, c'est plié, ça change rien. Je veux dire d'abord, une élection, c'est pas. Moi, tu sais, en 2017, au premier tour de ma législative, j'avais 10 points de retard sur le candidat En Marche et j'avais presque pas de réserve de voix. J'étais cuit. Et puis, à faire des manifs dans l'entre-deux tours, aller continuer à toquer aux portes. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu des gens qui étaient éloignés de la politique depuis très très longtemps et qui se disaient « Ah, cette fois-ci, on a peut-être une chance de gagner, on va y aller ». Et on l'a vérifié. Sur les listes électorales, il y a eu un gros turnover. Et les gens qui sont venus voter pour le deuxième tour, c'était pas ceux qui étaient venus voter pour le premier tour. Et on ne sait pas ce que la présence de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de la présidentielle pourrait réveiller comme strate endormie dans le pays. Donc ça, il faut l'essayer. Tu sais, un peu comme avec le bâton de sourcier qui vient pour pointer, qui dit « Ah là, il y a une source. » Et peut-être que ça jaillit. Bon, peut-être. Mais peut-être, il faut l'essayer. Et la deuxième raison, c'est que un débat Macron-Mélenchon, parce que moi je pense que dans le pays, au fond, sur ce qui me préoccupe, les questions économiques, sociales, écologiques, il y a deux visions. Il y a la vision Zemmour, Le Pen, Pécresse, Macron, sur les impôts, sur le travail, sur l'écologie. Ils racontent à peu près la même chose avec des feuilles de papier à cigarette entre les deux. Il faut travailler plus, il faut payer moins d'impôts pour les riches, tu vois, bon, grosso modo. Et la deuxième vision, c'est la nôtre. Donc je pense que ça aurait du sens d'avoir ce choc, vision contre vision. Et aussi, surtout, c'est le moment le plus politique tous les 5 ans, ce deuxième tour de la présidentielle. Qu'à ce moment-là, à la place de regarder vers l'extrême droite, identité, insécurité, sur ces thèmes-là, le débat il soit posé sur les questions de santé, de travail, de justice, d'égalité, ça rebat les cartes dans la tête des gens, possiblement un petit peu, pour les mois et les années à venir. Donc, ça se prend. Évidemment, j'entends, mais Mélenchon, il est pas assez ceci, mais Mélenchon, il est trop cela. D'ailleurs, bien souvent, il est trop cela plus que pas assez ceci. Moi, je dis aux gens, le bulletin Mélenchon, c'est un outil. Tu vois là, tu veux ouvrir un pot de miel. Ça marche pas. Tu prends un tournevis. Tu te demandes pas si tu aimes le tournevis, si tu vas passer ta nuit avec lui, ou alors toute ta vie,
Bon, est-ce que tu vas te mirer dans son miroir? Non, tu t'en fous. C'est un tournevis, s'il ouvre le pot, t'es content. Moi, je considère que le bulletin Jean-Luc Mélenchon est un outil. Un outil pour rouvrir l'avenir et pour rouvrir l'espoir. Tu vois, que là où on est quelque part comme écrasé, et ils nous veulent écraser. Bon, donc, et en plus, pour moi, cet outil-là, l'outil bulletin Jean-Luc Mélenchon, ça dépend ce que nous en faisons. Le tournevis, tu le prends comme ci, tu le prends comme ça, c'est pas le même outil. Tu vois ce que je veux dire? Ben, derrière, est-ce que derrière l'élection, on se rendort, on retourne chez soi, devant nos écrans, restez chez vous? Ou bien est-ce que on agit dans notre entreprise, dans notre famille, dans la rue? Est-ce qu'on se secoue? Eh bien, pour moi, au soir du deuxième tour, de toute façon, les gens, ils ne doivent pas se rendormir. Ils ne doivent pas rester chez eux. Il faut voir que même le meilleur des gars ou la meilleure des filles, si elle arrive à l'Élysée, avec son équipe dans les ministères, mais s'il n'y a que ça ne changera rien. Parce que derrière, il y aura toujours la Banque Centrale Européenne, la Commission, la presse de Bernard Arnault, les sondages, le Sénat, bref, il y aura tout pour venir répéter. C'est quoi la chanson de Zebda? Je crois que ça va pas être possible, je crois que ça va pas être possible, je crois que ça va pas être possible. Ils vont te répéter ça en boucle tout le temps, tout le matin. Et si jamais t'as pas des millions de gens qui sont dehors et disent mais si, ça va être possible parce que nous on le veut, ça va être possible parce que nous on le veut, et que le gars ou la fille est pas tout seul là-haut, mais qu'elle peut s'appuyer sur cette volonté populaire, ça change la donne. Mais c'est la seule chose qui changera la donne. Donc voilà, l'outil, c'est le jour J, mais derrière, ça dépend ce que nous en ferons. Et je veux le dire dans ce que je considère, alors je sais bien le mec il est dans sa cuisine avec un pot de miel, un tournevis, il s'agite comme ça, mais je considère comme étant un moment tragique dans l'histoire de l'humanité. T'as pas lu le rapport du GIEC? Moi non plus, parce qu'en fait c'est des lectures qui sont tellement décourageantes, mais il suffit d'en lire des résumés sur les conséquences d'un monde toujours plus chaud, sont vertigineuses, etc. Et t'as un papier derrière qui paraît, à propos de la France, qui dit « Des spécialistes regrettent que la réponse aux événements extrêmes ne se traduise que par des actions dispersées, sans vision globale. » Voilà. Donc, on vit un temps, pour moi, tragique. Et quelle est la réponse à ça dans la lettre de Macron? Parce que tu sais que moi, la lettre de Macron, il faut la lire. Il y a un projet pour l'école, il y a un projet de régression, il y a un projet pour le travail, il y a un projet pour le temps des hommes, il y a un projet pour les impôts, il y a un projet d'injustice. Bon, mais ce qui me paraît le plus terrible, c'est sur l'écologie. Je veux te lire ces quelques lignes. Il nous faudra continuer d'investir dans notre innovation et notre recherche afin de placer la France en tête dans les secteurs qui, comme les énergies renouvelables, le nucléaire, les batteries, l'agriculture, le numérique ou le spatial, feront le futur et nous permettront de devenir une grande nation écologique. Pour moi, c'est terrible là. Au fond, je considère que même c'est un choix suicidaire et criminel qui est en filigrane opéré là par le président de la République candidat. C'est déjà un truc, alors là, il vient d'y avoir une édition de poche qui vient de sortir de Leur Progrès et le Nôtre, et je regrette de ne pas y avoir fait un avant-propos, parce qu'il y avait une intuition là-dedans, dans l'analyse des discours d'Emmanuel Macron, face notamment aux start-upers, et je montrais que le mot écosystème, il l'employait à tout rompre, mais jamais pour parler de l'eau, de la terre, de l'air, mais toujours pour parler de la technologie et du capital. Et au fond, ce qui était un début de réponse, là, à ce moment-ci, ça c'est devenu évident. C'est-à-dire que tu as le choix face à la crise climatique entre deux réponses. Et il y a un sondage qui est paru là-dessus, d'ailleurs, qui demandait aux Français, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer la société? Et tu avais 55% des Français qui disaient oui, c'est par des changements dans la société qu'on va s'en sortir. Ou est-ce qu'il faut changer la technologie? Et tu avais 21% des Français qui pensaient qu'on s'en sortirait par le changement technologique. Donc une large majorité pour les changements dans la société. Mais pour moi, Emmanuel Macron, c'est 100% par la technologie. Et ça, je l'avais perçu de manière encore plus forte quand il a présenté sa stratégie France 2030. Alors, dans la stratégie France 2030, avec ce grand défi qu'est l'écologie, tu n'as pas une seule fois le mot nature. Je mens. Il y a une fois le mot nature, c'est quand il parle des natures des dépenses publiques. Il n'y a pas une seule fois le mot eau, alors qu'on risque de souffrir d'un manque d'eau. Tu vois, quand je passe là, le long de la Somme et qu'il y a des rieux qui sont à sec, j'espère que c'est pour des raisons artificielles, quoi, mais bon.
pour les curés, ou je sais pas trop, mais je sais que j'ai toujours l'angoisse que les rivières de France deviennent des oueds, tu vois. Bon. L'air est absent du discours d'Emmanuel Macron, sauf quand il parle dans son discours de l'armée de l'air. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'abeilles. En revanche, il y a la technologie, 23 fois, il y a les innovations, 84 fois, il y a les ruptures, 35 fois, l'accélération, 36 fois. Bref, la solution aux grands défis climatiques, c'est la technologie, avec des ruptures dans la santé, des ruptures dans les fonds marins, des ruptures dans la gestion des déchets nucléaires. Moi, je dis là, tu sais, dans la tragédie grecque, il y a le Deus ex machina. C'est Dieu qui tombe du ciel et qui vient, punissant les uns, récompensant les autres, rétablir l'harmonie entre les hommes. Bon, et bien maintenant, c'est la machina Deus. C'est la machine qui devient Dieu et qui devrait nous permettre de rétablir une harmonie sur Terre. Au fond, Emmanuel Macron, en l'adaptant, mais il reprend la pensée, si on peut appeler ça pensée, des grands maîtres de la Silicon Valley, qui ont des projets de captation de CO2 partout, de grand n'importe quoi, de couche d'ozone au-dessous de la couche d'ozone, enfin bon. Mais je pense que c'est criminel et suicidaire pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est quand même un pari extrêmement incertain, plutôt que de changer la société maintenant. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que changer la société maintenant, ça veut dire baisser le taux de profit, ça veut dire verser moins de dividendes, ça veut dire remettre en cause le capital, remettre en cause la concurrence libre et non faussée, un certain nombre de dogmes comme ça, mais c'est quand même un pari extrêmement incertain que de penser qu'il va nous arriver des technologies qui vont tout résoudre. Mais en plus, je pense que c'est creuser notre propre tombe en prétendant en sortir. C'est-à-dire que quand on voit le bilan de la 5G, dont on nous disait que ça aiderait à résoudre, par la transition numérique, les problèmes climatiques, c'est une surconsommation de téléphones portables qui se produit depuis un an, et c'est une surconsommation de données avec l'énergie qui est liée. Donc c'est une catastrophe. Ça ne résout pas du tout le problème écologique, ça entraîne encore plus vite dans la chute. Et on peut faire le pari que toutes ces technologies, elles vont entraîner plus vite dans la chute plutôt qu'elles ne vont la ralentir. Donc voilà. Et donc évidemment, l'autre choix, c'est de changer la société. Ici et maintenant. Tu prends un truc tout con. Tu vois, tu prends les bâtiments. J'entends à la radio, là on a un problème, c'est notre dépendance à l'égard du gaz russe. Ouais, moi, ça fait 5 ans en commission des affaires économiques que je dis qu'il faudrait un grand plan rénovation du bâtiment. Et je dis que ça serait gagnant, 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 gagnant. Pourquoi? Ça serait gagnant pour les factures des gens, ça serait gagnant pour la planète avec moins d'émissions de CO2, ça serait gagnant pour l'emploi, avec des filières entières à créer, et ça serait évidemment gagnant pour l'indépendance du pays, puisqu'on aurait moins à importer de pétrole et de gaz. Bon, face à ça, qu'est-ce qu'ils font? Le seul truc qu'ils font, c'est MaPrimeRénov', tu vois. Et là, on est passé, donc il disait, Macron, qu'il rénoverait 80 000 bâtiments par an. Alors, sachant qu'il y a 5 millions de passoires thermiques dans le pays. Bon, en vérité, ils sont passés à un objectif de 20 000. Donc déjà, je calculais qu'il faudrait 2 siècles et demi, 250 ans, pour rénover les 5 millions de passoires thermiques à ce rythme-là. Mais en vérité, la Fondation Abbé Pierre vient de rendre un rapport en disant, avec MaPrimeRénov', il y a seulement eu 2500 passoires thermiques en moins. Ça veut dire qu'il faudrait 2 millénaires pour en finir avec les passoires thermiques. Sachant que pour moi, il n'y a pas que les passoires thermiques qui doivent être rénovés. Je pense que tous les bâtiments, grosso modo, devraient l'être. Mais on voit là comment, en mettant juste un petit adjuvant au marché, tu vois, une petite goutte de MaPrimeRénov', on voit comment on échoue, puisqu'il faudrait compter qu'il faudrait le même temps entre la naissance du Christ et aujourd'hui pour sortir des passoires thermiques. Tu vois un peu la nullité de ça. Et donc, évidemment, face à ça, qu'est-ce qu'il faudrait? Il nous faudrait un plan. Je pense qu'il nous faudrait des gens qui, par exemple, passent de village en village dans les quartiers et qui viennent faire un relevé de qu'est-ce qui est une passoire thermique, qu'est-ce qui n'est pas, qu'on ait une vision de ça, qu'on ait la construction d'une filière en donnant envie aux jeunes, aux gens, d'être dedans. Tu sais très bien, quand on fait nos petits reportages ensemble, comment les jeunes sont dégoûtés quand ils entrent aujourd'hui dans les métiers du bâtiment. Ben non, en leur disant, voilà, vous aurez 2 000 € minimum, peut-être que vous pourrez prendre votre retraite à 55 ans, enfin, un certain nombre d'avantages pour inciter à aller dedans et inciter à se dire, vous serez respecté dans ces professions-là. Bon, il n'y a pas de vision, ça, on ne construit pas ça. Alors tu sais, moi, mon modèle en la matière, je le répétais, c'est Roosevelt.
Roosevelt, en 1940, un peu avant son entrée en guerre, la part de l'armée dans le budget américain, c'est 2%. En 1944, ça sera 42%. Donc, il fait exploser le budget militaire. Il fixe des objectifs. Il dit qu'il faut 125 000 avions, 75 000 tanks, 35 000 canons anti-aériens, 10 millions de tonnes de navires, etc., etc., etc. Et en posant ce principe, l'économie doit être dirigée, c'est-à-dire pas nationalisée, mais guidée. Et il guide. Il dit l'État fédéral de ce programme, il doit en être l'organisateur. L'État en assure le financement au moyen de l'impôt et de l'emprunt. L'État oriente les productions vers les besoins prioritaires de l'armée. L'État contrôle l'affectation des matières premières. Bon, en pointant, disant ceci quand même, cet État ne se substitue pas à l'entreprise privée. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une vision de l'État qui doit canaliser vers l'armée, à la fois la main-d'œuvre, la richesse du pays, le capital, les savoir-faire, mais qui ne dit pas qu'il faut tout nationaliser. Je le dis parce que pour nous, c'est important aussi. Pour moi, je pense que l'État a pour rôle de canaliser, mais il n'a pas pour rôle de venir dire on nationalise tout, on va tout faire nous-mêmes avec une espèce de nouvelle technocratie, alors que je crois, moi, au rôle de l'initiative privée, qu'elle soit entrepreneuriale, qu'elle soit associative, qu'elle soit individuelle, pour participer à apporter des solutions. Mais en revanche, aujourd'hui, de la même manière que Roosevelt met en place une économie de guerre, on devrait être en économie de guerre climatique. On devrait canaliser tous les savoir-faire du pays, toute l'énergie du pays, tout le capital du pays, toute l'intelligence du pays vers cette guerre climatique. Bon, et donc ça demande autre chose que juste mettre un petit adjuvant à la concurrence comme le fait Macron. Ça, c'est vrai pour tout. Hein. Je pense que c'est vrai pour l'agriculture. Je réclame des prix planchers. Tu sais, maintenant, peut-être qu'il faudra des prix plafonds avec l'explosion des prix agricoles. Mais quand tu vois même Castex, là, tu crois qu'il est adapté à la situation? Déjà, voir Castex Premier ministre par temps de guerre, quoi. Mais quand il vient t'agiter son petit chèque, c'est même pas un chèque de 9 € par plein, moins 15 centimes d'euros, sans se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'énergie dans le pays. Tu vois, est-ce qu'on doit subventionner de la même manière quelqu'un qui part au ski pour ses vacances et l'auxiliaire de vie sociale à Abbeville, là, qui m'appelle parce que elle doit faire des pleins qui sont à maintenant plus de 100 € pour aller aider les mamies. Est-ce que ça doit être subventionné de la même manière? Il n'y a aucune vision, il n'y a pas de plan là-dessus. Bon, et donc voilà, c'est pour ça que je crois que dans le temps tragique que nous vivons, il y a ce choix-là. Il y a un choix très fort entre est-ce qu'il faut faire confiance à de nouvelles technologies qui vont arriver ou est-ce qu'il faut s'appliquer avec volonté à changer la société dès maintenant. Et évidemment, je pèse de ce côté-là. Et il me semble que c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne ça comme un outil auquel il faudra continuer à donner un sens après l'élection. Je termine sur un espèce d'état d'esprit. Parce que quand je vois que, tu sais, quand j'appelle Valérie Damido, que je fais des blagues, tout ça, les gens ils me disent oh, c'est indécent, c'est pas le moment de rire. Bon, mais si c'est le moment de rire. Tu vois, je cite en ce moment-là, Histoire d'un Allemand. Un jeune gars, plutôt de droite, juriste, au moment de la montée du nazisme, et qui dit de ses voisins, collègues, amis de son pays, ils ont sombré dans la dépression par millions. Et il montre qu'au fond, le principal allié de Hitler, c'était cette dépression, cette tristesse, ce découragement, cet abattement qui s'est installé et qui fait que les gens, ils ont baissé les bras et que ça a laissé la voie libre aux autres. Eh bien, je crois que nous, on a un devoir de joie, de colère, mais aussi de joie. On a le devoir de porter tout ce qui peut être animer le pays. Tu sais que j'aime ce verbe, animer. Animer, ça veut dire réveiller l'âme, toucher l'âme. Et je pense que le rire est un instrument de ça. Le pouvoir, il nous veut résigner, il nous veut abattus, il nous veut tristes, il nous veut déprimés. Eh bien, nous, on doit résister à ça, tant bien que mal, et continuer à apporter de l'énergie et aussi l'énergie du rire. D'autant que qu'est-ce que c'est le monde qu'on veut pour demain? Putain, si on fait des gueules, si on fait la gueule tout le temps, tu crois que les gens ils vont avoir envie de se dire ah bah tiens c'est avec eux que j'ai envie de construire mon avenir quoi, pour que ça ressemble à ça? Non, les gens, moi en tout cas, demain j'ai envie que mes enfants ils aillent prendre le beau temps là au parc Saint-Pierre et jouer au foot ou à autre chose, qu'ils rigolent, tu vois. Et ce que tu dois quand même plus ou moins être à l'image du monde que tu veux construire demain. Et ben moi, je veux qu'il y ait de la joie, je veux qu'il y ait des fanfares, je veux que ça respire et que ça rigole. Donc,
même dans ces circonstances que j'ai décrites comme tragiques et auxquelles je crois, alors tu sais, c'est encore Gramsci, hein, le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté, mais même par ces temps tragiques, je veux pas qu'on soit sinistre. Les jours où je suis sinistre, je reste couché, puis c'est tout. Bon, voilà. Et je dirais quelque part, le jour où on aura cessé de rire, de chanter, c'est qu'on aura abandonné. Et ben, c'est pas venu, ce moment-là. Voilà.